Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le webinaire inaugural de cette belle séquence que nous vous proposons. Le So Deep Tech Festival, c'est un événement unique sur la Deep Tech, un événement unique en France et peut-être même dans le monde, puisque sur 3 jours, nous avons, toutes les équipes de Systématique, concocté un programme de 30 webinaires au cours desquels vous allez pouvoir découvrir différents aspects de la Deep Tech en France et de nos expertises, de services que nous sommes en mesure de proposer à tous les membres de Systématique et futurement. Et donc, eh bien, en tout cas, pour moi, c'est une grande fierté d'être le webinaire inaugural de cette belle séquence. Donc, nous avons pour ce premier webinaire un plateau de choix, puisque l'idée de ce webinaire, c'est de vraiment travailler sur l'optimisation financière et fiscale de l'innovation. Vous le savez, en France, on a la chance d'avoir un pouvoir public qui est très friand et qui est très, j'allais dire, aux petits soins pour nos structures d'innovation. C'est une tradition de l'industrie et de la technologie française. Et donc, un certain nombre de dispositifs sont mis en place. Et dans ce cas, eh bien, il faut bien connaître ces dispositifs et surtout bien les suivre et s'assurer qu'on les traite dans les règles de l'art. Et c'est pour ça que sur ce webinaire, nous allons parler à la fois des dispositifs, et pour ça, nous avons convié le cabinet d'Inergie, qui est un de nos partenaires. Et avec Swad et Hugo, vous allez avoir l'étendue de ce qui est possible comme financement sur la technologie. Et puis, j'allais dire, le corollaire de cette possibilité d'être financé, eh bien, c'est de bien s'assurer que l'État, en tout cas, veut bien s'assurer que les fonds ont été bien alloués et bien utilisés. Et pour cela, nous allons accueillir ensuite, dans la deuxième partie, Cédric, qui, lui, travaille pour le ministère de l'Économie et des Finances et qui va nous rappeler les fondements pour nous dire, effectivement, vous avez la possibilité d'avoir des financements. En revanche, soyez bien rigoureux et appliquez bien les attendus de manière à ce que l'État ne soit pas obligé de revenir sur ce qu'il vous avait proposé comme accompagnement. Donc voilà, un plateau de choix, un webinaire de choix, une séquence Deep Tech de choix. Donc je pense qu'on va faire quelque chose de vraiment intéressant pour nos membres. Et en tout cas, je vous remercie à tous d'être là et d'avoir participé à cette aventure. Alors, un rappel pratique pour tous les intervenants, pour tous les gens qui assistent à ce webinaire. Vous avez peut-être déjà des questions ou vous aurez des questions qui vont vous venir. Ce que je vous demande, c'est de bien vouloir les inscrire dans le chat questions. Dans l'onglet questions, pardon, pas dans le chat justement. Dans l'onglet questions. Et dans l'onglet questions, on va concaténer vos différentes questions. Et puis, après l'intervention de Swad et de Hugo, après l'intervention de Cédric, eh bien, on aura une séquence de questions-réponses et on pourra ainsi interagir et répondre à vos interrogations. Eh bien, je crois que le moment est venu pour attaquer notre webinaire de lancement So Deep Tech. Je vais laisser la parole à Swad et Hugo pour nous présenter, pour nous présenter d'Inergie et puis ensuite les différentes opportunités de financement de la technologie. Swad, Hugo, c'est à vous. Merci beaucoup, Christian. Bonjour à tous et enchanté effectivement de pouvoir faire ce lancement à vos côtés. Je vais peut-être effectivement en 30 secondes contextualiser sur Dinergy. Chez Dinergy, nous sommes une agence de conseil en innovation, c'est-à-dire que nous accompagnons nos clients, que ce soit PME, start-up, grandes entreprises, sur la totalité de leurs projets d'innovation, à savoir depuis l'émergence jusqu'au développement, déploiement de leurs projets, en intégrant une brique hyper importante qui est la partie financement. Et la partie financement reprend justement une de nos deux activités. Sur cette partie-là, pour faire très rapide, nous, on accompagne à 360 degrés nos clients
puisqu'on est capable de mobiliser à la fois les dispositifs fiscaux, dont on va notamment pas mal parler aujourd'hui, les aides publiques directes, tout ce qui est autour de BPI France, des appels à projets nationaux, régionaux, européens, les aspects bancaires, puisqu'il y a aujourd'hui certaines banques qui sont friandes des projets d'innovation, et dans certains cas aussi la partie fonds. Donc notre rôle, c'est vraiment de comprendre les enjeux et les besoins de nos clients, de pouvoir définir le meilleur plan, la meilleure stratégie de financement, à savoir quel dispositif activer, à quel moment, avec quel backup éventuellement, et du coup, surtout, de pouvoir ensuite opérer cette stratégie, donc notamment monter les dossiers et gérer les relations avec les organismes. Donc voilà, en quelques mots pour Dynergy. Et donc aujourd'hui, je suis présent avec le SWAD, qui est en charge de notre pôle fiscal, et moi-même, du coup, qui suis l'un des deux dirigeants de l'activité financement chez Dynergy. Voilà, pour faire très rapide. Pour le plan du jour, l'objectif, c'est principalement axé sur effectivement la partie fiscalité, donc sur laquelle SWAD va intervenir. Je ferai un petit parallèle ensuite, une petite parenthèse ensuite sur le lien entre le crédit impôt recherche, le crédit impôt, enfin toutes les incitations fiscales à la recherche, le lien entre ces incitations et les autres dispositifs de financement, et ça sera du coup la seconde partie de notre intervention. Voilà, Swad, je te laisse désormais la main sur la partie justement fiscale. Super, donc bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler des principaux dispositifs fiscaux dédiés à la recherche, au développement et à l'innovation. Alors le principal dispositif, c'est le crédit impôt recherche, qui est un dispositif de soutien aux activités de recherche et développement pour les entreprises françaises, quelle que soit leur taille ou quel que soit leur secteur d'activité. Donc, ce crédit d'impôt, il va financer 30% des dépenses de recherche et développement avec un remboursement anticipé possible pour les PME et les jeunes entreprises innovantes que je définirai par la suite. Alors, il faut savoir ce que c'est que la définition de la R&D au sens fiscal. Donc, la R&D s'apprécie selon 5 critères cumulatifs qu'on appelle les 5 critères de Frascati qui sont illustrés sur la droite de votre écran. Le premier critère, c'est la notion de nouveauté. Il faut montrer que l'opération de R&D va permettre de créer des connaissances nouvelles et structurées dans un domaine d'activité. Deuxième point important, c'est la notion de créativité. Il faut montrer qu'on va étudier et explorer des concepts, des idées nouvelles de nature à améliorer l'état des connaissances existantes. Troisième critère important, la notion d'incertitude. Qui dit recherche et développement dit qu'on n'a pas de certitude sur la probabilité, la réussite du projet à l'avance. Donc, c'est important de montrer l'existence de ces incertitudes au regard de la littérature. Quatrième point, la notion de systématisation. Donc, il faut être en mesure de démontrer que les modalités de conduite du projet ont été bien planifiées et que toutes les étapes sont bien pensées en interne avec des résultats qui sont consignés. Et enfin, dernier critère, transférabilité. L'idée, c'est de montrer que vous allez capitaliser sur les connaissances acquises avec la possibilité de transférer ou de reproduire ces nouvelles connaissances pour d'autres sujets. Un point important à avoir en tête, c'est que la R&D n'est pas seulement technologique. Hugo, si tu veux peut-être être complété sur ce point-là. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle d'optimisation financière et fiscale, il y a un point qui est important, c'est qu'on parle aussi de risque. Donc, il y a un risque, effectivement, qui est de déclarer quelque chose qui n'est pas éligible. Donc, on y reviendra après. Il y a un risque aussi de ne pas déclarer quelque chose qui serait éligible. Et pour ce point-là, l'élément qui est important, c'est qu'on a généralement une conception assez restrictive de la R&D, où on pense R&D implique technologie ou implique industrie. En fait, comme l'a expliqué Swad avec les 5 critères, le sujet de base de la R&D, c'est la création de connaissances nouvelles. Et ces connaissances, elles peuvent porter effectivement sur des sujets technologiques, sur des phénomènes physiques, sur des phénomènes chimiques, comme on en a l'habitude, mais elles peuvent aussi porter sur le comportement d'organisation, le comportement de population, le comportement de certains individus. C'est quelque chose qui est tout à fait intégrable. Et pour le coup, c'est même d'autant plus intégrable dans les sujets autour des technologies, des nouvelles technologies, notamment en informatique, où très souvent, le cœur de la recherche n'est pas orienté sur la technologie, l'algorithme en particulier, mais souvent porte beaucoup plus sur la partie, l'application qu'on en fait. J'en veux 2 exemples très simples.
moi, j'accompagnais une plateforme un éditeur de plateforme d'open innovation. Donc, sur le principe, il y avait des travaux de R&D sur la partie très orientée intelligence artificielle. Donc, effectivement, comment on va pouvoir faire matcher des besoins, des solutions, des problèmes, etc. Sauf que, en fait, le point qui est clé, c'est que cet éditeur développait plutôt une plateforme qui devait permettre d'améliorer l'efficacité, l'implémentation de process d'open innovation dans les grandes entreprises. Donc, en fait, à ce moment-là, la clé était là-dessus, c'est que la plateforme, la partie technologique était au service de quelque chose de plus grand qui était de créer des nouveaux processus, des nouvelles méthodologies en matière d'open innovation et de créer ces nouveaux processus et ces nouvelles méthodologies sur la base des retours du terrain, des freins et des leviers qui étaient rencontrés par les groupes. Donc, en fait, sur ces sujets-là, ce qu'on peut voir, c'est que la recherche est beaucoup moins orientée sur la partie très technologique et informatique, mais au final, beaucoup plus orientée sur ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, et dans le cas présent, les sciences de gestion, qui concernent justement la gestion, l'impact sur les entreprises. Donc, en fait, c'est un point qui est assez clé à avoir en tête, puisque quand on est sur des projets dans la santé, dans l'éducation, effectivement, l'impact, il va être de la technologie ou du produit, il va être beaucoup sur des individus. Donc, c'est sur cette partie-là qu'il faut pouvoir aussi identifier le bon périmètre. Donc voilà, parenthèse terminée là-dessus, mais c'est un point que je trouve assez fondamental parce qu'on voit effectivement beaucoup de sous-optimisation du crédit impôt. Très bien. Donc, concernant les dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche, je vais vous les lister rapidement. Donc, le principal poste de dépense, ça va être les dépenses de personnel qui interviennent dans le cadre des travaux. Donc, on est sur des profils techniques et scientifiques type ingénieur, chercheur, technicien. On a une valorisation assez spécifique pour les jeunes docteurs qui sont valorisés pour le double de leur montant sous certaines conditions. Il y en a 2. Il faut que ce soit le premier CDI après l'obtention du doctorat du docteur et qu'il y ait un maintien au moins des effectifs de R&D la première année d'embauche du jeune docteur. Autre poste de dépenses important souvent, ça va être les dépenses d'amortissement du matériel qui est créé ou acquis neuf et utilisé en R&D. Donc, ce qui va être éligible, ça va être l'amortissement au prorata d'utilisation en recherche et développement. À ces frais-là s'ajoutent des frais de fonctionnement qui sont calculés forfaitairement. Ça va être 43% des dépenses de personnel, de chercheurs et techniciens, 100% des dépenses de jeunes docteurs et 75% des amortissements. Si vous faites appel à de la sous-traitance dans le cadre de vos travaux de recherche, pour être éligible, il faut que vos prestataires soient agréés CIR et qu'ils interviennent bien sûr sur des phases de recherche et développement. Il va y avoir la veille technologique qui est éligible aussi au CIR. Donc, la veille technologique, ça va être les frais de participation à des congrès, à des conférences scientifiques en lien avec vos travaux de recherche. Et ça va également être l'abonnement à des bases de données, à des revues scientifiques en lien avec vos axes de recherche. En termes de propriété intellectuelle, on va avoir tout ce qui est en lien avec les frais de dépôt, maintien et défense de brevets qui sont éligibles au crédit d'impôt recherche. Et enfin, si vous avez eu des aides publiques reçues à raison d'opérations qui donnent droit au crédit d'impôt recherche, bien sûr, pour pas que les mêmes dépenses soient financées 2 fois par de l'argent public, les aides doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt recherche. Et donc, c'est à cette assiette-là qu'on applique le taux de 30% pour avoir le montant du crédit d'impôt recherche. Donc maintenant, je vais vous parler du crédit d'impôt collaboration recherche, qui est une nouveauté depuis le 1er janvier 2022. Donc, ce dispositif qui est dénommé SICO ou plus récemment CRC, vous pourrez voir les 2 intitulés dans la littérature, vise à inciter les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur domaine, dans le cadre de travaux en collaboration de recherche avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, ces organismes-là devant être agréés SICO. Donc, ce crédit d'impôt va permettre de financer 40% des dépenses pour les ETI et les grandes entreprises et 50% pour les PME, des montants facturés par ces organismes de recherche et de diffusion des connaissances, sous forme de crédit d'impôt toujours. Donc, il y a un plafond des dépenses qui est de 6 millions d'euros par an. Et pour les PME et jeunes entreprises innovantes, elles peuvent bénéficier du remboursement anticipé de la créance, comme pour tous les crédits d'impôt dont je vais vous parler aujourd'hui.
Ensuite, un autre dispositif qui, lui, est réservé uniquement aux PME françaises est le crédit impôt innovation, qui vise à soutenir certaines dépenses d'innovation. Donc voilà, je précise uniquement pour les PME donc, qui respectent des seuils d'effectifs, de chiffre d'affaires ou de bilan. Alors, sur la définition de l'innovation au sens fiscal, on va être sur des innovations de produits uniquement. Ça peut être des biens matériels ou immatériels. Hein. Les logiciels, typiquement, peuvent être éligibles au crédit d'impôt innovation. On doit avoir 2 conditions. Donc, ça doit être un nouveau produit qui n'est pas encore mis sur le marché et qui doit se distinguer des produits déjà existants ou précédents par des performances supérieures, au moins sur l'un des plans illustrés sur la droite de votre écran, soit sur le plan technique, soit sur le plan de l'éco-conception, soit sur le plan de l'ergonomie ou sur le plan des fonctionnalités. Donc, il faut vraiment être en mesure de confronter les performances de votre nouveau produit sur ces plans-là par rapport aux produits existants sur le marché pour démontrer la supériorité des performances que vous souhaitez atteindre. Donc, ce crédit d'impôt innovation, il est plafonné à 400 000 € de dépenses par an. Sur les dépenses éligibles, c'est assez similaire au crédit d'impôt recherche. Il y a quelques extensions, notamment sur le personnel. La qualification du personnel est un peu plus large que pour le crédit impôt recherche. Sur la propriété intellectuelle, au-delà des frais de brevet, les frais de dessin et modèle sont également éligibles. Sur la sous-traitance, il faut que le prestataire soit agréé crédit impôt innovation, donc c'est un autre agrément à bien avoir. Et la différence aussi avec le crédit d'impôt recherche, c'est que la veille technologique, par contre, n'est pas éligible au crédit impôt innovation. Donc, jusqu'au 31 décembre 2022, le crédit impôt innovation finançait 20% des dépenses éligibles sous forme de crédit d'impôt. À compter du 1er janvier 2023, le taux passe à 30%. Par contre, les frais de fonctionnement, donc vous savez, c'est les fameux 43% des dépenses de personnel et 75% des dépenses d'amortissement, sont supprimés depuis 2023 dans le calcul du crédit d'impôt innovation. Donc voilà, le plafond du coup est désormais à 120 000 € contre 80 000 € avant 2023. Et puis, comme pour tous les autres dispositifs, comme je vous l'ai dit, leur remboursement est anticipé pour les petites et moyennes entreprises. Point important à avoir en tête sur ces 2 derniers crédits d'impôt, donc le crédit d'impôt collaboration recherche et le crédit impôt innovation, les entreprises qui sont en difficulté financière au sens de la Commission européenne ne peuvent pas bénéficier à ces crédits d'impôt. Un autre point important sur tous ces crédits d'impôt, c'est qu'ils se calculent par année civile. Donc, quelle que soit la date de clôture de l'entreprise, on raisonne toujours sur l'année civile. Ce sont des dispositifs déclaratifs, donc à intégrer dans l'alias fiscal et accompagnés de formulaires spécifiques, donc les CERFA 2069 et 2573 en cas de remboursement. Et les sociétés doivent être en mesure, bien sûr, de fournir les justificatifs en lien avec la déclaration. On vous le précisera en fin de webinaire également. Donc, quelques mots maintenant sur le statut jeune. Je me permets juste peut-être un petit point important aussi sur les crédits impôt recherche, innovation et même collaboration de recherche. Les 3 dispositifs sont tout à fait fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que sur une même dépense, une même activité, une même tâche, on ne peut pas bénéficier de 2 dispositifs simultanément. Par contre, on peut tout à fait avoir sur un projet une partie des dépenses et des tâches et des phases du coup qui relèvent de la R&D et du coup rentrent dans le cadre du crédit impôt recherche ou du crédit impôt collaboration de recherche, et une partie qui rentre dans le cadre du crédit impôt innovation. Et ça met, par contre, par rapport au justificatif qui est évoqué soit ensuite, ça met encore plus d'importance sur le suivi des temps de vos collaborateurs, qui est un des points qui est clé pour la déclaration du crédit impôt recherche, d'être capable de justifier combien de temps a passé chaque personne valorisée sur chacune des phases du projet, et notamment sur chacune des phases qu'on identifie comme étant éligibles à l'un des dispositifs. Donc ça, c'est des points qui sont effectivement assez clés et sur lesquels on pourra revenir par la suite. Tout à fait. Donc, je vais vous parler maintenant du statut jeune entreprise innovante, qui est un avantage fiscal intéressant pour les startups et PME qui engagent des dépenses de recherche et développement et qui remplissent 5 critères que je vais vous lister et qui doivent être remplis simultanément. Le premier, c'est être une PME, donc avec un effectif inférieur à 250 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 50 millions ou bilan inférieur à 43 millions d'euros. Le deuxième critère, c'est un critère d'âge. Il faut que la société ait moins de 8 ans.
À noter que dans le cadre de la loi de finances 2022, le critère d'âge avait été porté à 11 ans, mais cela ne concerne que les sociétés créées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022. Donc désormais, là, depuis le 1er janvier 2023, le critère d'âge est à nouveau de 8 ans. Troisième point, c'est que la société doit être indépendante, donc au niveau de son capital, souvent détenu à au moins 50% par des personnes physiques. Quatrième point important, la notion de nouveauté. Il faut que la création de la société ne résulte pas d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activité. Et enfin, dernier point, il faut que la société ait des dépenses de recherche et développement qui représentent au moins 15% des charges de l'entreprise. Ces dépenses de R&D, elles sont calculées sur la base de celles retenues pour le crédit impôt recherche dont je vous ai parlé précédemment. Il convient donc de bien identifier les activités qui relèvent de la R&D et les dépenses éligibles. Donc, ces 5 critères doivent être remplis simultanément à la clôture de chaque exercice pour que la société puisse être qualifiée de jeune entreprise innovante. Les principaux avantages de ce statut, sur le volet fiscal, ça va permettre des exonérations de certaines cotisations pour le personnel affecté à la R&D les 8 premières années de qualification en tant que jeune entreprise innovante. Donc, ça va notamment permettre aux jeunes entreprises de réduire le coût des dépenses de R&D et de faciliter souvent les premières embauches avec une masse salariale qui sera réduite. Et sur le volet fiscal, une exonération de l'impôt sur les bénéfices de 100% la première année bénéficiaire et de 50% la deuxième année bénéficiaire. Enfin, le dernier dispositif dont je vais vous parler, assez récent, l'IP Box. Donc, l'IP Box, c'est un dispositif qui est accessible à tout type d'entreprise également, quelle que soit leur taille et secteur. Et ça va permettre d'obtenir une réduction du taux d'imposition sur les activités liées à l'exploitation d'actifs de propriété intellectuelle. Ça va permettre de soumettre des revenus de cession, concession, sous-concession et droits de propriété intellectuelle à tout un tas d'actifs, notamment tout ce qui est brevet, logiciel, certificat d'obtention végétale, procédés industriels, avec un taux d'imposition réduit de 10% versus 30% habituellement. Donc, c'est donc un dispositif qui est particulièrement intéressant pour les exploitants d'actifs de propriété intellectuelle et qui ont un résultat fiscal positif. Donc, sur tous ces dispositifs dont je vous ai parlé, pour sécuriser l'accès à ces dispositifs, il est possible de réaliser une démarche de rescrit. On aura l'occasion d'en reparler certainement par la suite. La démarche de rescrit, ça permet d'avoir une validation préalable de l'administration en amont de toute déclaration. Donc, même si ça n'exclut pas un contrôle fiscal, c'est une démarche qui permet vraiment de sécuriser vos déclarations puisque l'avis est opposable à l'administration ultérieurement. Donc, voilà sur les dispositifs fiscaux. Je te laisse la main, Hugo, pour… Oui, je vais aller assez vite sur la suite, mais je reviens sur le côté rescrit où c'est effectivement quelque chose que nous, on recommande de faire parce que c'est effectivement un élément très sécurisant et très rassurant et qui est aussi bien perçu côté administration, comme on pourra éventuellement le voir après. Mais sur on avait du coup balayé la partie incitation fiscale. Ce qu'il faut savoir, et là je passerai très vite dessus, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui énormément d'autres dispositifs de soutien à la recherche et à l'innovation. On a une deuxième catégorie qui sont les aides publiques directes. Donc là, je ne vais pas entrer dans le détail, vous aurez ces slides-là. Mais globalement, il y a BPI France qui propose tout un continuum de financement depuis la partie valider la faisabilité jusqu'à la partie lancer industriellement et commercialement son innovation. Donc, il y a tout un continuum qui est destiné principalement aux PME. BPI aussi opère un second continuum qui est BPI en collaboration avec l'ADEME d'ailleurs, qui rentre dans le cadre du programme France 2030, qui intègre notamment le dispositif iLab et le dispositif iNov que les PME connaissent aujourd'hui pas mal. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a aujourd'hui d'énormes programmes de financement au niveau national et au niveau européen. Donc, on entend beaucoup parler de France 2030, on entend beaucoup parler du 4e programme d'investissement d'avenir, on entend aussi beaucoup parler de Horizon Europe. En fait, c'est des dispositifs, c'est des programmes, il faut les voir comme des énormes enveloppes de financement qui sont notamment redirigées vers les entreprises et notamment les entreprises qui s'intègrent dans certains secteurs que l'État a identifiés comme étant stratégiques et prioritaires. Et donc,
cette partie, la partie visible de ces grands programmes, c'est des appels à projets qui sont publiés régulièrement avec une durée de vie qui est très courte et qui doivent être vus comme des concours. Je parle de ces dispositifs-là et je vais aussi parler de la partie privée rapidement parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs du financement qui se mobilisent pour aider les entreprises qui mènent des travaux de recherche et d'innovation. On entend beaucoup parler des fonds, bien sûr, des fonds d'investissement. Il y a aussi effectivement certaines banques qui ont un rôle aujourd'hui hyper intéressant sur cette partie innovation, notamment le groupe BPCE, le CIC et le BNP, qui se mobilisent auprès des PME notamment pour les accompagner sur le financement de leurs projets d'innovation. Et en fait, je voulais parler de tout ça, de ces dispositifs complémentaires au crédit impôt recherche, justement parce qu'ils sont complémentaires, mais aussi, du coup, parce que tous ces dispositifs, ils vont s'impacter les uns les autres. Et ça, c'est un point qui est assez clé. Le premier impact, pour expliquer très rapidement, c'est soit de l'a évoqué tout à l'heure, c'est les aides publiques. Typiquement, quand vous percevez, vous êtes lauréat d'un concours ou d'une aide de la part de BPI France, ces aides publiques, aujourd'hui, doivent être déduites de l'assiette des dépenses de votre crédit impôt recherche pour la part de l'aide qui couvre bien les travaux éligibles à ces dispositifs-là. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un impact, on va dire, plus ou moins négatif parce que si vous percevez une aide publique, ça veut dire qu'effectivement, vous avez aussi obtenu un financement à côté de ça. Mais voilà, on ne peut pas avoir un doublement des aides de la part de l'État par le biais du crédit d'impôt ou des incitations fiscales et par le biais des aides. Et l'autre impact auquel on ne pense pas nécessairement, c'est que l'incitation fiscale, type le crédit impôt, même le statut JUI, qui propose certaines exonérations, va avoir un impact direct et positif sur vos fonds propres. Et cet impact sur les fonds propres et sur le taux d'endettement va aussi générer du coup un impact positif auprès des aides, des dispositifs publics comme BPI, comme l'ADEME, comme les concours, puisque la plupart de ces dispositifs-là sont plafonnés et capés aux fonds propres. Donc en fait, il faut bien avoir en tête ces différentes imbrications parce qu'on peut, enfin, le risque est d'autant plus fort si à un moment donné, le crédit impôt recherche est mal déclaré et que du coup, l'administration est amenée à récupérer une partie de ce crédit impôt recherche. Le risque est d'autant plus fort que ça peut aussi couper derrière l'accès à certains dispositifs comme les aides publiques évoquées. Donc voilà, je laisse ce schéma-là. Si vous avez des questions, de toute façon, on sera tout à fait disposé à y répondre ensuite. Et en sachant aussi que pour la partie des crédits impôts qui évoquait Swad, on a mis en annexe des détails des présentations de ces dispositifs-là pour que vous puissiez aussi en bénéficier quand vous recevrez le support de présentation. Voilà, pas grand-chose de plus à rajouter. Du coup, je vais laisser la main assez rapidement derrière. Là, la dernière slide, c'était pour dire, voilà, quand on parle d'imbrication entre les différents dispositifs, c'est hyper important, du coup, en amont, de pouvoir définir le meilleur plan, la meilleure stratégie en termes de financement, quel dispositif, à quel moment, quel risque, quelle solution de repli, et ensuite de pouvoir le déployer. Et dans les risques, je le fais apparaître en rouge en bas, mais il y a un point qui est assez clé sur justement les délais de versement des différentes aides, crédit impôt recherche compris, puisque ceux qui ont l'habitude de ce dispositif-là le savent, c'est pas le jour où on déclare le crédit impôt recherche, c'est pas ce jour-là qu'on va percevoir le remboursement lorsqu'on est une PME, mais c'est plutôt un délai de 3 à 4 mois derrière qu'il faut bien anticiper et bien prendre en considération. Voilà pour cette partie sur la partie fiscale et élargir un petit peu. Et je vais relaisser la main à Christian, du coup, qui, je crois, voilà, va faire la transition. Merci à tous. Merci à vous deux. Ben, écoutez, c'est vraiment passionnant. Même moi, j'ai appris des choses. Et effectivement, il faut rappeler que on a une chance inouïe en France d'avoir toute une série d'organismes qui nous donnent, peut-être c'est même unique au monde, hein, la possibilité de financer de l'innovation et de la recherche, avec le travers du millefeuille français qui fait que ce n'est pas toujours très simple. Et ce que je retiens de votre présentation, c'est qu'effectivement, il faut pas se tromper de bataille. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont l'air simples à gérer, mais qui ne le sont pas. Et qu'on soit sur une société, qu'on soit sur une structure qui se lance avec de l'innovation, j'allais dire, avec des TRL très bas, ou avec une PME qui va continuer à faire de l'innovation, il faut vraiment bien se cadrer, il faut vraiment être accompagné. Et c'est ce que vous avez démontré, hein, le champ du possible est immense. En revanche, il ne faut pas se tromper. Et c'est pour ça que je voulais juste rappeler que si vous êtes aujourd'hui sur ce webinaire, ce n'est pas un hasard. Vous êtes aussi un de nos prestataires
de notre club. Hein. Le pôle a un club des prestataires dans lequel vous êtes, et ce club, il permet vraiment d'avoir les sachants sur des activités qui peuvent quelquefois paraître simples. Quelquefois, des équipes de direction se disent « Tiens, on va le faire nous-mêmes, on a notre expert comptable qui va nous aider. » Mais attention, le retour de bâton peut être très, très dur. Et c'est ma transition pour passer la parole à Cédric, qui, lui, va nous rappeler qu'effectivement, l'abondance de financement de l'État est là, hein, et c'est presque unique au monde. En revanche, l'État est vigilant, c'est les deniers de la nation, et Cédric va nous exposer tout ça. Cédric, je te laisse la parole. Merci et bonjour à tous. Effectivement, juste pour vous donner quelques mots sur pourquoi est-ce que je suis là ce matin, juste vous dire rapidement qu'il y a quelques années de ça, l'administration fiscale, parce que pour être clair, moi je travaille, c'est les impôts, hein, pour que les choses soient bien claires. L'administration fiscale a mis en place un service d'accompagnement des dirigeants de PME et TPE, donc accompagnement au sens extrêmement large, mais évidemment dans le traitement de la fiscalité des PME, des TPE. Et l'un des sujets qui revient le plus souvent lorsque l'on est en contact avec des dirigeants de PME et TPE, c'est le sujet de la fiscalité de l'innovation. Donc, les trois dispositifs dont on a parlé jusque-là, essentiellement, puisque le quatrième sur l'IP Box est relativement nouveau, pas forcément très simple, et reste encore assez confidentiel, au moins pour les plus petites entreprises. Je vais essayer de ne pas faire des doublons par rapport à ce que Hugo et Swat vous ont déjà raconté, même si ce qui me rassure un peu, c'est qu'ils ont insisté sur certains points sur lesquels je voulais insister aussi. Donc, c'est plutôt rassurant de voir qu'on est raccord sur un certain nombre de sujets d'attention. Mais moi, ce que je voudrais faire, c'est un peu vous donner la vision de l'administration pour que vous sachiez un petit peu comment vont être traitées vos demandes de crédit impôt recherche, de statut jeune entreprise innovante, pour que vous compreniez comment c'est traité et quelles sont finalement les contraintes qui pèsent sur vous lorsque vous souhaitez mobiliser ces dispositifs. Parce que tout ce qu'on vous a dit jusque-là est tout à fait juste, mais l'enjeu pour vous, quand même, au final, c'est d'être sûr que vous allez avoir votre remboursement de crédit impôt recherche ou être sûr que vous allez bénéficier du statut jeune entreprise innovante. Hugo et Swad ont aussi parlé de certaines notions qui sont très importantes dans la façon dont ces dispositifs sont contrôlés, donc à la fois par l'administration fiscale et par un autre acteur que j'introduis maintenant, qui est le cas échéant, l'expert nommé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Comprenez bien que ces dispositifs sont contrôlés par ces deux administrations, même si vous avez toujours en lien direct l'administration fiscale. Sur les questions techniques et scientifiques de fond, c'est le cas échéant, mais c'est dans la minorité des cas, je vous rassure, un expert du MESR qui interviendra. Sur les règles applicables au dispositif, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit ni rentrer dans plus de détails que ce qui a été fait. Je vous indique simplement un support documentaire qui est très, très bien fait
En première lecture, c'est le guide qui est édité chaque année par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc qui met à jour chaque année son guide où vous avez là-dedans une mine d'informations concrètes. Alors, je sais que les praticiens, chaque année, le critiquent un petit peu parce qu'il manque certaines choses, des fois, ce n'est pas très, très clair, etc. Mais je trouve pour des personnes qui découvrent ces dispositifs, c'est un document extrêmement intéressant. Donc moi, ce que je veux faire ce matin, c'est essayer de vous présenter quelques bonnes pratiques, comme on dit dans ces cas-là, pour vous éviter l'accident tel qu'il est précisé dans le sous-titre du webinaire. Je vais être transparent sur le fait que tout ce que je vais vous raconter là est évidemment connu de tous les cabinets comme d'Inergie, mais il est clair aussi qu'on rencontre beaucoup de dirigeants qui souhaitent, pour des raisons diverses et variées, gérer seuls ces dispositifs fiscaux, seuls ou avec leur cabinet comptable. Alors après ça, moi je n'ai pas d'avis sur la question, mais je vais être transparent aussi sur le fait que passer par un cabinet spécialisé en innovation ne vous donne pas une présomption de qualité. Enfin voilà, vos dossiers seront traités de la même façon sur le principe. Après, évidemment, dans les faits, on voit bien que ça n'est pas la même chose. Mais en tout cas, ça ne vous donne pas une présomption de qualité de passer par un cabinet. Ce que je vous recommande aussi, c'est que même si vous passez, et c'est souvent pour de très bonnes raisons aussi, si vous passez par un cabinet, je vous recommande quand même de ne pas totalement vous désintéresser du sujet, parce que vous êtes quand même, pour pas vouloir employer des grands mots, mais c'est quand même vous le dirigeant, donc c'est quand même vous le responsable. Donc, gardez quand même un œil, intéressez-vous à tous ces dispositifs-là et faites attention aussi au fait que c'est des dispositifs qui changent quasiment chaque année. Alors, notamment ces 2-3 dernières années, il y a une tendance assez forte à vouloir essayer de réduire un petit peu le coût de ces dispositifs pour le budget de l'État. Donc, c'est des dispositifs qui sont régulièrement rognés et donc il faut suivre un petit peu l'actualité. Mon intervention, elle est cadrée un peu par une idée reçue que je suis surpris d'entendre encore relativement souvent. C'est qu'on dit que si je demande le crédit impôt recherche, je vais récupérer un contrôle fiscal. Ça, moi, je l'entends. Je pensais ne plus l'entendre au fil du temps, mais ça continue encore. Cette idée reçue, je vais être honnête aussi, elle est à la fois vraie et fausse. Elle est totalement fausse si vous imaginez que si vous faites une demande de CIR, vous allez avoir un inspecteur des finances publiques qui vient frapper à la porte et contrôler toute la comptabilité de votre entreprise. Ça, c'est faux et archi faux. Là où c'est un petit peu moins faux, voire même vrai, c'est que le remboursement du crédit impôt recherche, si on prend cet exemple-là, parce que c'est ce qui est le plus important en nombre et en montant, c'est effectivement un processus administratif au cours duquel l'administration va s'assurer
que vous avez effectivement droit à ce crédit impôt recherche. Donc oui, je le dis de façon claire, il y a un contrôle du crédit impôt recherche, il y a un contrôle de votre éligibilité. Voilà. Moi, j'aime bien présenter la démarche que je recommande en 3 temps. Le premier temps, et ça va reprendre des choses qui ont déjà été dites avant, le premier temps, c'est le temps de l'évaluation. C'est-à-dire, comme on vous l'a dit juste avant, que vous soyez en mesure d'identifier dans vos projets et travaux ceux qui relèvent de la R&D, ceux qui relèvent de l'innovation et ceux qui relèvent ni de l'un ni de l'autre. Il faut que vous soyez en mesure de les isoler clairement, d'être en mesure d'en décrire le contenu, la chronologie et les résultats. Voilà. Alors, je ne reviens pas sur la définition de la R&D qui vous a déjà été donnée juste avant. Je vous renvoie éventuellement, si vous voulez, un petit peu plus de détails sur le guide du MESR, voire même sur la documentation de l'administration fiscale. J'imagine ce matin, dans ce que sont vos activités, je pense que vous n'avez pas trop de mal à identifier ce qu'est la R&D. Sachez qu'effectivement, il y a certains domaines où c'est un petit peu plus compliqué. On a parlé juste avant de toute la question, d'une façon générale, des sciences humaines. Je vous signale aussi quand même le secteur informatique, où il y a il y a un peu plus souvent de remise en cause du crédit impôt recherche, notamment sur la notion de nouveauté. C'est-à-dire, si une partie de vos travaux sont plutôt de nature informatique, c'est vraiment sur l'aspect de la nouveauté et de la créativité sur lesquels il faut bien travailler votre travail, bien travailler vos dossiers justificatifs. Sur le crédit impôt innovation, on constate en pratique qu'il est considéré comme beaucoup plus simple que le crédit impôt recherche, et donc on constate qu'il y a un petit peu moins d'attention à bien identifier le marché tel qu'il est, le produit, en quoi est-ce qu'il est innovant. Là, on a des fois l'impression sur cette partie-là qu'il suffit que je fasse quelque chose qui est nouveau et voilà, et ça suffit pour que j'ai droit au crédit d'impôt. Donc, sur cette partie-là, ne pas, entre guillemets, baisser la garde sur le travail d'évaluation des travaux. Voilà. La deuxième étape de la démarche, c'est la valorisation. C'est-à-dire calculer, là on arrive plutôt sur une partie chiffrée, calculer les dépenses éligibles qui constituent l'assiette du crédit impôt recherche. On vous les a citées juste avant, donc je ne reviens pas dessus. Je vous signale simplement deux points sur lesquels il y a assez régulièrement des remises en cause de l'assiette éligible. On vous l'a dit avant, mais j'insiste dessus parce que c'est vraiment récurrent. La justification du temps passé. On voit encore trop de dossiers avec des forfaits. Alors ça, c'est rédhibitoire. C'est pas des forfaits, c'est de la feuille de temps. C'est-à-dire que vous devez être en mesure, alors si c'est votre temps à vous, parce que souvent c'est quand même ça, lorsque
c'est une petite entreprise, c'est souvent votre temps à vous, mais que ce soit le temps de vos salariés aussi, vous devez être en mesure de justifier les temps passés à la R&D, à l'innovation. Voilà. Là où je trouve que la jurisprudence est un peu plus souple, c'est sur la qualification. On n'est pas trop rentré dans le détail juste avant, mais tout le monde ne peut pas être considéré comme faisant de la R&D. Il faut un minimum de qualification. Mais c'est vrai que je trouve, et moi personnellement je trouve que c'est une bonne chose, la jurisprudence est plus pragmatique que l'administration, qui a des fois tendance à dire qu'il faut forcément être un chercheur, un ingénieur pour pouvoir faire de la R&D. La jurisprudence est plus pragmatique, notamment pour les personnels qui ont pu acquérir des compétences dans l'entreprise. L'autre motif de redressement, enfin en tout cas notre motif de rejet récurrent, c'est tout ce qui tourne autour de la sous-traitance des opérations de R&D. Et évidemment, on vous l'a dit juste avant, il y a la question que votre sous-traitant doit être agréé. Mais là encore, sur ce domaine-là, l'administration est un peu moins pragmatique que la jurisprudence sur la question du lien entre vos opérations de R&D et ce que vous sous-traitez. Voilà, il faut qu'il y ait un lien direct entre les deux. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est lors de la rédaction des contrats d'être extrêmement précis sur ce que vous attendez du sous-traitant, ce à quoi il s'engage, et notamment si vous pouvez le faire tout de suite, ou alors au fur et à mesure des travaux, être très clair sur les livrables qui sont attendus. Voilà. Après, les autres champs sont relativement simples et en tout cas ne donnent pas lieu à remise en cause et contentieux. La troisième étape de la démarche, c'est la sécurisation. La sécurisation, ça veut dire vous assurer que vous allez, in fine, avoir votre remboursement de crédit impôt recherche. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez, vous l'avez bien compris, je pense jusque-là, en mesure de justifier que tout ou partie des travaux que vous menez sont bien des travaux de R&D ou d'innovation, et que vous pouvez justifier aussi toutes les dépenses que vous venez intégrer dans l'assiette de ces deux crédits d'impôt. Le premier moyen et le plus important, évidemment, pour sécuriser votre crédit impôt recherche, c'est la qualité de votre dossier justificatif. Vous trouverez les modèles sur Internet très facilement, que ce soit sur impôt.gouv ou sur le site du MESR. C'est ce dossier qui est le point de départ et le support de tous vos échanges avec l'administration, soit l'administration fiscale, soit éventuellement l'expert du MESR. Évidemment, ce dossier, il vient en plus des quelques déclarations que Souad vous a citées tout à l'heure, mais qui sont relativement simples et légères. Voilà. Donc, je vous recommande de soigner particulièrement la rédaction et la présentation de ce dossier justificatif. Il y a des dossiers qui sont, ça arrive, desservis par plusieurs erreurs de forme. Alors, soit parce que là, la forme n'est pas de qualité du tout et il devient difficile à lire, mais il y a aussi une première erreur que l'on voit relativement souvent, c'est des dirigeants qui font le choix de
beaucoup simplifié le dossier justificatif en partant de la bonne intention, finalement, qui est de dire ah ben, c'est un dossier qui va être lu par des contrôleurs et des inspecteurs des impôts. Ils n'y comprennent rien, et c'est normal, hein, c'est vrai. Donc, je vais faire simple. Alors, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que finalement, en faisant ça, le risque, c'est que votre dossier soit tellement léger qu'il perde en crédibilité. Donc, si vous regardez le modèle, vous allez voir qu'en fait, il est attendu de vous un double niveau de rédaction. Un premier niveau qui est effectivement plutôt à destination de l'administration fiscale, qui doit permettre, parce que c'est la première chose que l'on va rechercher, c'est que on doit voir dans votre dossier votre démarche qui a consisté à identifier des verrous scientifiques et technologiques auxquels vous vous heurtez dans vos travaux, voir que vous avez, à partir de ces verrous, établi un état de l'art, et ensuite, puisque vous n'avez pas de réponse à votre question dans l'état de l'art, décrit et expliquer les résultats de vos travaux de R&D. C'est cette démarche-là que l'on doit voir apparaître dans votre dossier justificatif. Et pour le crédit impôt innovation, on doit bien voir apparaître qu'il y a eu une étude de marché et bien voir apparaître les métriques de la performance supérieure. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, il faut aller plus loin. Et là, moi, je n'ai plus aucun avis sur la question, puisque c'est des questions scientifiques et techniques. C'est effectivement faire une description précise et détaillée de vos travaux de R&D, sachant qu'en général, vous avez déjà ces informations en stock, si je me permets cette expression, puisque en général, vous avez tout au long de l'année consigné vos travaux, et puis surtout, c'est des informations que vous avez peut-être utilisées, c'est même sûr, pour aller éventuellement chercher les subventions et autres aides dont on a parlé tout à l'heure. N'oubliez pas aussi que le dossier justificatif, il comprend une partie chiffrée, donc ce qui est reporté sur la déclaration 2069A, c'est le fruit de calculs précis sur les dépenses de personnel, les amortissements, etc. Donc, il y a une annexe chiffrée, relativement détaillée. Donc, je vais être honnête, ces dossiers justificatifs, ça peut vous paraître un petit peu lourd à rédiger. Le conseil tarte à la crème que je fais évidemment à chaque fois, c'est d'anticiper. Il ne faut surtout pas commencer à rédiger ce dossier justificatif quand c'est l'administration fiscale qui vous le demande. C'est pas trop tard, hein, mais par contre, ça va être un stress pour vous et ça va vous prendre énormément de temps. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de rédiger quasiment au fil de l'eau, à partir du moment où vous connaissez ce qui est attendu de vous, rédiger au fil de l'eau ce dossier justificatif et de le fournir systématiquement sans même attendre qu'on vous le demande. C'est comme ça, c'est encore le plus simple. Vous faites votre demande de remboursement avec les actes dont on vous a parlé et vous joignez le dossier justificatif. Le deuxième moyen, je vois que l'heure tourne, donc il faut que j'aille vite. Le deuxième moyen de se sécuriser, c'est le rescrit. Alors, je vois qu'il y a des questions dessus, peut-être qu'on va revenir juste après.
Le rescrit, effectivement, comme on vous l'a dit rapidement, c'est une prise de position opposable de l'administration, et c'est notamment une prise de position qui est opposable à des services de contrôle de l'administration. On peut faire des rescrits sur tous les sujets de la fiscalité, mais il y a effectivement un rescrit dédié au crédit impôt recherche, donc qui vous permet de venir expliquer à l'administration quels sont vos travaux, et l'administration vous répond oui, 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 non, c'est bien des opérations de R&D. Je vais être encore une fois honnête sur le fait que c'est un rescrit qui connaît un succès très relatif, puisqu'il y en a moins de 250 par an pour la France entière. Donc, c'est très, très peu. Alors, peut-être que les 3/4 viennent de chez Dynergy, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça marche très, très peu. Et pour être honnête aussi, je le comprends bien. Déjà parce que ça ne vous, comme on vous l'a dit juste avant, ça n'empêche pas le contrôle, certes. Surtout, ça ne vous dispense pas de faire quand même le dossier justificatif. Donc, l'intérêt, on a un peu l'impression de faire deux fois la même chose, alors même si on va reprendre pas mal de ces éléments. Et puis surtout, enfin moi, ce que j'imagine aussi, c'est que c'est peut-être un peu compliqué de le faire dans les délais qui sont imposés, sachant que j'imagine que dans des travaux de R&D, eh ben, il y a des choses qu'on fait auxquelles on ne s'attendait pas, et ce qu'on pensait faire n'est pas tout à fait ce qu'on fait. Donc, tout ça milite, je pense, en tout cas moi je le comprends bien, sur le fait que les entreprises ne se précipitent pas sur le rescrit, sur le crédit impôt recherche. Par contre, sur le rescrit jeune entreprise innovante, j'insiste fortement là-dessus. Il faut absolument que vous demandiez ce rescrit à l'administration fiscale, hein, pour le coup. Donc, c'est déposé auprès de l'administration fiscale, qui va demander à un expert du MESR de venir regarder si vous menez bien des opérations de R&D. Ce rescrit va aussi porter évidemment sur toutes les autres conditions de la jeune entreprise innovante, et notamment sur le fait que l'entreprise n'est pas le fruit d'une création, d'une reprise, fusion, etc. Pourquoi je vous dis que c'est indispensable de le faire, c'est que l'essentiel de l'avantage associé au statut de l'entreprise innovante, il est sur les cotisations patronales, et l'URSSAF demande systématiquement le rescrit de la DGFiP pour vous accorder cette exonération. J'avais juste deux mots, j'insistais effectivement, Hugo l'a dit, mais c'est tout à fait vrai, sur le délai de remboursement du crédit impôt recherche. C'est relativement long, c'est trop long, je suis tout à fait d'accord. Mais on a vu des entreprises, notamment en difficulté, parce qu'elles avaient un petit peu imaginé dans la gestion de leur trésorerie que le crédit impôt recherche allait aider à payer les factures du mois de mai. Ça, c'est impossible. Donc, je comprends la difficulté dans laquelle ça peut mettre une entreprise. Donc oui, vous faites votre demande en mai-juin. Vous pouvez même anticiper un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'alias soit totalement faite. Dès que vous pouvez remplir le 2069, le 2072, le 2572, le 2573 dont on a parlé juste avant, vous pouvez faire votre demande de remboursement. N'attendez pas systématiquement que l'alias fiscal soit établi. Ça vous permet de gagner quelques semaines pour espérer être effectivement remboursé à la rentrée. Voilà. Je m'arrête là. Parce que ce que je voulais dire a déjà été dit avant, et on va pouvoir comme ça laisser peut-être un petit peu de temps
aux questions. Si vous avez, juste je termine là-dessus, l'adresse mail qui est affichée là, donc c'est l'adresse du service d'accompagnement fiscal personnalisé des PME. En l'occurrence, c'est pour le 92 puisque c'est là que j'exerce. Mais vous avez la même chose dans dans les principaux départements de France. Il suffit de remplir 92 par 91, par exemple, si votre siège social est dans l'Essonne. Donc, n'hésitez pas, au-delà des questions de fiscalité de l'innovation, à venir nous soumettre vos interrogations fiscales. Très bien. Eh bien, merci Cédric. C'était des précisions importantes pour rappeler que effectivement c'est du financement public, donc il faut être rigoureux, il faut bien anticiper et il faut bien avoir préparé son, j'allais dire aussi ses thèmes et la manière dont on les présente. Et ça, c'était très important de le rappeler, puisque comme tu le disais, à la fois il y a la partie donc organisation de la documentation, du contenant, mais il y a aussi le contenu et il faut que dans l'esprit, les informations de nouveautés, d'incertitudes soient bien présentes pour qu'on puisse rentrer dans le dispositif. Sans plus attendre, on va passer aux questions. Alors, je vais vous donner les questions et puis hop, donc, je reprends. La question 1. Lorsque SWAD parle d'incitation plus avantageuse dans le cas de l'embauche d'un docteur, est-ce que l'on parle d'un doctorant ou d'une personne qui est déjà diplômée? Oui, alors dans le cas que je vous ai exposé, je parlais bien d'un docteur déjà diplômé, donc titulaire de son doctorat pour bénéficier des avantages liés aux jeunes docteurs. Très bien, donc ça c'est un point important. Peut-être pour préciser, il y a aussi un petit point important supplémentaire qui est qu'il doit avoir obtenu son doctorat et il faut qu'il signe avec l'entreprise son premier CDI après l'obtention de son doctorat. C'est-à-dire que s'il a déjà obtenu un CDI dans une autre entreprise entre l'obtention de son doctorat et le CDI avec l'entreprise qui déclare, il ne bénéficiera pas de la bonification. Donc, c'est vraiment un point qui est important. Très important. Et ça revient sur toutes les expertises que l'on propose, nous, sur la partie RH. Effectivement, on organise des PhD Day et c'est des points très importants qu'on met en avant auprès de nos membres en disant attention, quand vous allez proposer à un doctorant de commencer à travailler avec lui et qui va être diplômé et qui va vous rejoindre, si c'est son premier emploi, j'allais dire, il est plus intéressant pour le dispositif d'accompagnement que s'il a déjà fait quelques boîtes avant. Donc, un point important aussi. Et également pour les doctorants de savoir qu'ils ont un impact plus important si c'est leur premier job. Deuxième question. Pourriez-vous en dire plus sur le rescrit? Vous en avez parlé un petit peu, donc c'était une des premières questions. Une entreprise peut-elle le faire seule ou a-t-elle besoin d'une aide? Y a-t-il un calendrier pour le faire, etc. Alors, je peux apporter aussi des éléments de réponse. Donc, sur le rescrit, en effet, il y a un calendrier à respecter. Pour les rescrits CIR ou C2I, le calendrier, c'est à déposer au plus tard 6 mois avant la date limite de dépôt de l'alias fiscale. Donc, typiquement, pour une société qui clôture au 31 décembre de l'année N, le rescrit doit être déposé avant le 15 novembre de l'année pour être dans les délais. Sur le rescrit JEI, le calendrier est un peu différent. Il faut qu'il soit déposé avant le 1er mai de l'année N+1. Donc, pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre, c'est avant le dépôt de l'alias fiscal pour un exercice donné. Sur la démarche, donc les sociétés peuvent en effet réaliser ce dossier seules. Souvent, elles font appel à des prestataires de conseil comme Dynergy pour les aider à bien structurer leur dossier. Et comment ça se passe dans les faits? Donc, c'est un dossier qu'on envoie à l'administration fiscale. Le délai de réponse de l'administration est de 3 mois. Au-delà de 3 mois, on a un accord tacite. En général, on a bien souvent un retour sous les 3 mois. Merci Swad pour cette précision. Alors, autre question, la question 3. Une filiale d'une société étrangère peut-elle déclarer ou être admissible à tous les dispositifs d'aide? Alors, pour le coup, on peut peut-être laisser la main à Cédric, mais sinon, pas de problème pour répondre. Et bien, du coup,
Du coup, une filiale d'une société étrangère peut déclarer du crédit impôt recherche. En fait, la condition pour déclarer du crédit impôt recherche, c'est de payer de l'impôt en France. Donc, à partir de ce moment-là, la détention, peu importe. Donc, il faut en effet que ce soit une entreprise de droit français et surtout que les travaux soient réalisés aussi en France. Alors, j'apporterai un complément quand même sur le remboursement anticipé, puisqu'on a dit que c'était ouvert aux PME. Attention, lorsqu'on détermine si l'entreprise française est une PME, il faut prendre en compte les effectifs et le chiffre d'affaires et l'actif brut de ce qu'on appelle les entreprises liées ou partenaires. Donc, bien faire attention, si c'est une très grosse entreprise étrangère avec beaucoup de filiales dans beaucoup de pays, ça peut monter assez vite. Alors, ça ne va pas exclure du crédit impôt recherche, comme on l'a dit, mais ça peut faire sortir du remboursement immédiat, ce qui rend la chose déjà un petit peu moins intéressante. Effectivement, c'est un point important. Merci à tous pour ces réponses. On revient sur les doctorats. La question, un doctorat américain ou japonais rentre-t-il dans le dispositif? Et un doctorat en sciences sociales est-il aussi concerné par ce dispositif? Du coup, la réponse est doctorat. C'est un doctorat ou équivalent. Donc, effectivement, si c'est des doctorats de niveau de doctorat obtenus dans des pays autres, ça rentre aussi en compte. Et le doctorat en sciences sociales, oui, ça rentre aussi en compte. En fait, il faut avoir cette qualification de docteur. Pour le coup, il y a un type de doctorat qui en sort, c'est les doctorats sur la partie médicale. Puisque c'est pas le même, ça a le même intitulé, mais c'est pas forcément le même diplôme. Donc au final, la seule chose qui sort vraiment, c'est cette partie-là. Et après, il y a une condition qui est aussi hyper importante. On l'a pas prise tout à l'heure, mais en fait, un docteur peut bénéficier de cette d'entreprise, enfin un jeune docteur plutôt, et de la bonification sous une seule condition supplémentaire, qui est qu'il doit mener des travaux en lien avec son diplôme. C'est-à-dire que si c'est un docteur en chimie qui intervient sur l'informatique, malheureusement, la bonification, elle n'est pas applicable. Donc après, au-delà de ça, effectivement, à partir de là, sinon, le type de docteur, le type de diplôme est assez large. C'est très clair. Autre question. Alors, attendez, hop, je crois que j'en ai sauté. Oui. Alors, une des questions, du coup, après la présentation, c'est comment vous, d'Inergie, vous organisez les accompagnements et au final, quelles sont les enveloppes que la nouvelle structure peut peut-être budgétiser ou mettre en avant auprès de ses investisseurs pour dire, voilà, je vais me faire accompagner sur ces différents sujets. Comment ça va s'organiser? Est-ce que c'est dès le départ sur la constitution, au départ, comme le disait Cédric, de bien raconter l'histoire de ce qu'on veut faire et jusqu'à aller constituer des documents administratifs, hein. Il y a vraiment un champ du possible énorme. Donc, à partir de quand vous pouvez intervenir? Comment sont vos accompagnements et quelles sont les différentes enveloppes que les différentes structures peuvent prévoir? Alors du coup, notre accompagnement, nous, comme je te disais tout à l'heure, on intervient à plusieurs niveaux. D'une part, comme on connaît les différents types de dispositifs et leur articulation, nous, on va intervenir vraiment en amont pour aider à définir le meilleur plan en termes de financement. Donc, quel dispositif activer à quel moment. L'autre point sur lequel on intervient une fois qu'on a défini ce plan, c'est l'exécution. Donc, effectivement, on va prendre en charge une grande partie de la démarche, depuis la partie audit, donc comprendre techniquement le projet, comprendre les différentes phases, comprendre les différentes ressources qui ont été mobilisées dessus. Une fois qu'on a fait cet audit-là, on va récupérer les différents éléments techniques, administratifs, financiers, côté client disponibles. On va prendre en charge la valorisation. Je dis prendre en charge, c'est-à-dire qu'à chaque fois, de toute façon, on fait une V1 et dans tous les cas, après, on en parle avec le client pour qu'il valide, qu'on itère éventuellement dessus. Et en fait, c'est le même principe pour la partie dossier technique et dossier administratif avec les justificatifs administratifs. L'objectif, c'est vraiment de décharger l'entrepreneur, l'entreprise au maximum de ses démarches
quand je dis au maximum, c'est que dans tous les cas, il y a une intervention qui est quand même attendue de la part du client, parce que effectivement, à la fin, c'est lui qui déclare. Et de toute façon aussi, il faut qu'on prenne. Il y a une partie où il a un savoir qui est juste indispensable pour ce type de dossier. Donc vraiment, on peut le soulager au maximum de ces démarches-là et l'accompagner, bien entendu, en cas de contrôle, on l'accompagne lors de ces échanges avec l'administration. Donc ça, c'est effectivement notre accompagnement. Et après, pour les enveloppes, là où c'est un peu plus compliqué à répondre, c'est que ça dépend beaucoup des montants en jeu. Ça dépend beaucoup aussi de si on accompagne uniquement sur le CIR, uniquement sur une année, ou si on accompagne sur tous les dispositifs et sur plusieurs années. Ça vraiment, ça rentre en ligne de compte. Donc après, une fois que j'ai dit ça, l'enveloppe à prévoir, c'est quoi? Ça va être, j'estime en pourcentage, ça va être autour de 10-12%, 8 à 15% si je fais très large, de l'enveloppe de son crédit impôt recherche. Très bien. Est-ce qu'en termes de rémunération, vous êtes sur une partie variable ou est-ce que c'est un ticket? Ça dépend aussi beaucoup des demandes des clients. On est capable de s'adapter. Il y a des clients, effectivement, où ils préfèrent avoir un forfait pour savoir combien ils vont devoir payer à la fin. Et donc, du coup, on part sur le forfait. Ça, on marche beaucoup là-dessus aussi quand on connaît les enveloppes de notre client. Donc, peut-être après avoir fait un exercice. Et il y en a qui se disent, moi, je préfère payer en fonction de ce que je vais percevoir. Parce que, en fait, il se peut qu'une année, je fasse un peu moins de CIR, il se peut qu'une année, j'en fasse un peu plus. Donc, voilà, ils préfèrent. Donc, ça dépend vraiment. Et l'objectif, c'est vraiment, comme je le disais, de s'adapter au cas par cas en fonction de l'accompagnement global qu'on peut proposer. Très bien. Et il y a un point qui est important, c'est qu'après, nos honoraires sont conditionnés aussi au succès. C'est-à-dire que s'il y a un contrôle fiscal et qu'il y a à un moment donné l'administration qui reprend une partie du crédit impôt recherche, dans ce cas-là, nous, effectivement, on restitue la part de nos honoraires correspondants. Donc, c'est aussi pour ça qu'on recommande le rescrit, parce que nous, on n'a pas du tout volonté et vocation à faire déclarer des choses qui ne seraient pas éligibles, puisque de toute façon, on serait impacté de derrière. Ça, c'est un point intéressant, effectivement, parce que du coup, ça donne une notion de service après-vente sur votre prestation. Tout à fait. Et comme le disait Cédric, effectivement, il peut y avoir ensuite des choses qui peuvent être ou mal perçues ou mal expliquées et engager des redressements. Tout à fait. Alors, toujours un peu dans le même esprit de financement, est-ce que toi, Hugo, tu dirais, c'est la question, que finalement, de faire le rescrit, ça peut être intéressant pour une structure qui fait de l'innovation, pour le mettre en avant auprès de ses investisseurs, en disant, voilà, moi j'ai fait un rescrit, je sais le champ du possible sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, et donc regardez, messieurs les investisseurs, j'ai pris un cabinet spécialisé, j'ai cadré les possibilités, et donc du coup, ça me met une crédibilité en quelque sorte. Et est-ce que les investisseurs finalement se disent, tiens, si cette structure elle a mis ça en place, c'est qu'elle est dans une notion où on investit sur quelque chose qui a été cadré, quoi, en gros. Ouais, tout à fait. Vous avez reçu cette sensibilité? Moi, j'ai reçu ces retours-là de la part de clients, effectivement, PME. En fait, il faut voir que le crédit impôt recherche, c'est quand même une créance qui est considérée à risque par les banques et les investisseurs, puisqu'il y a un risque, effectivement, de redressement ensuite. Et en fait, dans ces cas-là, en fait, le rescrit apporte une telle sécurité que ça rassure aussi les investisseurs sur le fait qu'effectivement, ce montant qui apparaît dans soit les bilans déjà déposés, soit les prévisionnels, elle est vraiment valide. Et donc, c'est un élément effectivement qui facilite dans certains cas les discussions entre l'investisseur et l'entreprise, notamment sur des sujets de valorisation et autres. Donc oui, c'est un atout qui n'est pas négligeable. J'ajoute aussi qu'il y a plusieurs versions du rescrit CIR. Et il y a notamment une version qui demande un travail documentaire un petit peu plus important de l'entreprise ou du cabinet, mais qui permet d'obtenir une certification, y compris sur le montant des dépenses éligibles, et donc in fine sur le montant du crédit d'impôt. Parce que la version de base du rescrit, c'est que sur les travaux. C'est-à-dire, je vais faire ça, ça, ça et ça, c'est de la R&D. Mais ça, pour un investisseur, si on se place dans ce cadre-là, je ne dis pas qu'il s'en fiche un peu, mais c'est
encore mieux si vous avez une certitude sur le montant. Alors, peut-être à quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros près, mais c'est aussi une possibilité. Et vous avez aussi la possibilité en rescrit de le refaire chaque année, mais sans tout repartir à zéro. Voilà, c'est un rescrit qu'on appelle roulant, où en fait on repart de ce qui a été fait l'année avant et on se contente de mettre à jour. Voilà. Point important, parce qu'effectivement, ça permet de garder de capitaliser sur ce qui a été, déjà engagé. Alors, autre question pour Cédric. De quel ordre sont les sanctions en cas de perception indue ou de perception non légitime d'un financement? Alors, quels peuvent être les impacts? Oui, alors ça se règle en 2 temps en fait. La première sanction, ça peut être qu'on ne vous rembourse pas ou qu'on ne vous rembourse pas autant que ce que vous espériez. Quand on se place, alors moi je me passe plutôt ce matin dans la position de la petite entreprise qui n'a pas encore d'IS à payer, donc sur lequel il n'y a pas de CIR à imputer. Donc, on peut effectivement ne pas vous rembourser le CIR. Voilà, ça c'est la première sanction. On ne vous rembourse pas ou on ne vous rembourse pas tout. Alors, en général, on ne vous rembourse rien du tout lorsqu'on estime qu'il n'y a pas d'opération de R&D du tout. Ça arrive. Ou on ne vous rembourse pas tout. Parfois, simplement parce que vous vous êtes trompé sur le salaire chargé, vous avez mis dans vos factures de sous-traitance des sous-traitants qui ne sont pas agréés. Donc, on va reprendre une partie. Après, effectivement, ce qui peut se passer aussi, c'est que malgré les premiers contrôles qui sont faits sur la demande de remboursement, ou si vous avez imputé votre crédit impôt recherche sur l'IS, donc là c'est plutôt bon signe, c'est qu'il y a de l'IS à payer, et vous avez imputé le CIR. Il y a effectivement toujours la possibilité d'un contrôle a posteriori sur ce qui vous a été remboursé. Donc ça, c'est peut-être un peu plus redoutable et un peu plus gênant pour la vie financière de l'entreprise, c'est qu'on se retrouve à vous demander 1 an, 2 ans ou 3 ans après de rembourser tout ou partie de 3 ans de votre CIR. Les sanctions, il n'y en a pas beaucoup plus que ça à partir du moment où l'erreur a été commise de bonne foi. Mais je trouve que c'est déjà une sanction qui est importante. Je veux dire, si on vous reprend 3 ans de CIR d'un coup avec les intérêts de retard qui sont pas très importants maintenant, voilà. Après, évidemment, mais c'est pas le cas que l'on vise ce matin. Il y a tout le champ des sanctions liées à la fraude, mais c'est évidemment pas le champ de ce qu'on raconte ce matin. Mais effectivement, la sanction, c'est que vous devez rendre le CIR que l'on vous a et donc, le remboursement initial ne vaut pas la validation pour tout le temps de ce qui vous a été versé. C'est toujours soumis dans le cadre général du contrôle. Du contrôle. Merci Cédric pour ces précisions. Eh bien voilà, chers intervenants, on arrive au terme de ce webinaire. Un grand merci. Je pense que pour toutes les personnes qui assistent à ce webinaire et qui assisteront, puisque vous l'avez compris, ce webinaire est enregistré, ça pourra vous faire des écoutes de vacances. Ce qu'on pourrait dire pour conclure, c'est qu'effectivement, la stratégie d'innovation, elle est aussi importante en termes de préparation et de suivi. Il est important aussi de placer cette perspective, comme vous le disiez, dans le cadre, par exemple, de l'IP Box, dans une notion d'actifs immatériels, comment on va constituer ces actifs immatériels. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que le 6 juillet, donc entre 13 et 14 heures, on organise un autre webinaire qui va parler justement de ces sujets, comment mon innovation va se placer, va être protégée et comment je vais la placer en actif immatériel pour aller la céder, pour aller la mettre à disposition d'autres marchés avec de la rémunération.
Donc voilà, toute cette dimension, elle est très importante aussi. Merci encore à vous. Je remercie également tous ceux qui ont participé. Je remercie l'équipe communication qui a fait des prouesses pour organiser ce festival SoDeepTech. Et j'espère qu'on aura l'occasion tous de se reparler et que vous aurez l'occasion de suivre les autres webinaires de notre festival SoDeepTech. Merci à Souad, merci à Hugo et merci à Cédric pour votre intervention et tous ces conseils avisés. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à très bientôt pour de nouveaux webinaires SoDeepTech. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup.